Alors, comme je disais là, avant que je parte, Jean-Sébastien, merci Jean-Sébastien d'avoir parti. Donc, si M. Cassista n'est pas là, c'est ses vacances, même chose pour M. Lévesque. Donc, normalement, c'est M. Cassista qui gère tous les pitons. Là, ce soir, c'est moi qui gère les pitons de micro. Donc, vous savez que le micro est au-dessus de vous. C'est la petite boule blanche que vous avez au-dessus de vous. Donc, quand vous vous levez, vous pouvez vous dire, avant de dire votre nom, dire micro. Comme ça, je vais le partir puis je ne l'oublierai pas. Ça, on va travailler en équipe ce soir. Ça marche? Alors, on part donc. Bienvenue à l'Assemblée. Oui. Oui, madame. Oui, en effet, on a quelqu'un qui est là pour changer les diapositives de la présentation. Alors, on procède donc à l'ouverture de la séance. En point 2, on a l'adoption de l'ordre du jour. Donc, la résolution est d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire telle que déposée par la greffière. Donc, qui fait la proposition? Monsieur Bertillon, appuyé par madame Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En point 2, donc, c'est l'adoption des procès-verbaux. Donc, nous en avons un seul qui est la séance ordinaire du 11 juin 2024. Alors, la résolution est d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 11 juin 2024, tel que rédigé. Qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Au point 4, donc l'approbation des comptes. Alors, la liste des comptes payables pour le mois de juin 2024 a été transmise à tous les membres de ce conseil pour vérification. Toutes les informations pertinentes ont été fournies à cette fin. Avant de procéder à l'adoption de la résolution, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur les chèques? Monsieur Nadeau? 31 000 c'est quoi ça? 101, 141. Attendez. FL Expert Conseil, c'est eux, c'est la surveillance des travaux qu'ils font FL. Et on a aussi un contrat avec eux parce qu'on a de la misère à trouver des employés pour la surveillance des travaux. Et ils nous ont fourni un ingénieur, un technicien en génie, plutôt c'est pas un ingénieur, c'est un technicien en génie pour 2 mois pour surveiller les travaux, s'assurer que tout est conforme dans les travaux, etc. Donc, il est là au nom de la ville. Donc, c'est FL, c'est des ingénieurs, techniciens en génie, etc. Et puis le chèque 101 2020, 220 Serge Valli, 2800 Ah, ça, c'est du topsoil. Du topsoil, donc c'est de la terre, dans le fond. C'est de la terre. Du topsoil. Oui, mais vous parlez de règlement de 140. Le règlement de 140, c'était le feu de circulation au point de Gibson, de Monté-Gagnon, puis il n'a jamais été fait, puis il ne se fait pas. Ça fait plusieurs fois que je le répète. Le règlement 940, c'est un règlement parapluie. Donc, exactement, qui nous permet de réaliser différents travaux selon ce qui est inscrit. Au règlement 940, on a la réfection, c'est un règlement pour la réfection de réseaux routiers, de trottoirs et de parcs. Et en plus du feu de circulation à la Montée-Gagnon, on a aussi des travaux sur le rang Sainte-Claire, sur les rues Jean-Paul Gagnon, Versailles, sur le pont White, au bout du rang-Lepage. On avait la montée Gibson, on avait le feu de circulation, on avait l'aménagement de la halle des Jardins, la place du citoyen, qui est maintenant le parc de la Meunerie-Rivet, et le budget participatif du parc des Méandres, qui était dans ce parapluie-là. Donc, c'est un règlement parapluie, c'est un règlement, on emprunte un montant qui nous permet de réaliser différents éléments. Puis celui-là, c'était principalement route et parc. Mais c'était pas pour le feu de circulation, ça, c'est des propos... C'est un genre de règlement bouche-trou, si vous voulez. Plus un règlement... je dirais pas bouche-trou parce que c'était prévu, là. Il est assez monovalent. C'est un règlement qui est prévu comme ça. C'est pour ça qu'on dit parapluie, c'est que ça couvre plusieurs éléments. Je ne peux pas financer n'importe quoi. J'aurais pas pu mettre, par exemple, l'usine d'eau potable dans ça, parce qu'il faut quand même l'orienter et dire à quoi ça va servir. Mais c'est sûr que c'est réseau routier, trottoir et parc qu'on peut faire avec ce règlement-là. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, dans ce cas, donc, la résolution est d'approuver la liste des comptes préparés par le service des finances au montant de 2 254 405,56 $ et d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Alors, qui fait la proposition? Donc, M. Bertillon, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Puis là, je viens de penser que je n'avais pas ouvert le micro. M. Nadeau, vous avez oublié de me dire d'ouvrir mon micro. On ne recommencera pas, là.
Si jamais les citoyens, vous avez des questions sur les questions de M. Nadeau, vous pouvez m'envoyer un courriel. Donc, le point suivant, c'est les autorisations de dépenses. Oh, notre technicien informatique, il est en bas présentement, puis il vient de m'envoyer un message. Il dit, inquiète-toi pas, j'avais ouvert le micro. On est correct. Merci, Jean-Sébastien. Donc, en vertu de la loi sur les traitements des élus municipaux, tout conseiller municipal qui désire poser ou qui a effectué une dépense pour le compte de la municipalité dans l'exercice de ses fonctions peut, sur présentation d'un état appuyé avec les pièces justificatives, justifier la dépense ou encore être remboursé. Donc, le conseil municipal doit autoriser ou entériner ses participations. Alors, cette fois-ci, on en a une seule. Donc, pour M. Pierre Berthiaume, qui va participer au tournoi de golf annuel et souper-grillade de notre Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville, qui va être le 20 août prochain, au montant de 373,67 $. Alors, on autorise la participation, ainsi que la directrice des services des finances et trésorières est autorisée à approprier la dépense. Donc, qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Pas sûr d'y aller. Donc, il n'est pas sûr d'y aller parce que c'est moi qui l'accompagne. C'est toute une job, mon montrage au golf. M. Berthiaume est très, très patient. Donc, en 5.1, donc, on a l'adoption du règlement 1058-2. Donc, on vous l'avait présenté le mois dernier. Alors, le 1058, la présentation et l'avis de motion ont été donnés le 11 juin dernier. Donc, dans le fond, on vient simplement ajouter le règlement 1058. C'est toutes les tarifications qu'on a à la Ville. Et le service de l'urbanisme et de l'environnement, leur tarification était toujours à même les règlements. Donc, dès qu'on changeait quelque chose, il fallait tout changer le règlement, l'adopter en 3 versions distinctes, etc. Donc, on s'est dit, on va les retirer, puis on a un règlement qui regroupe l'ensemble des tarifications. Donc, il n'y a aucune tarification qui a changé. C'est toujours les mêmes montants, mais on l'inclut plutôt dans notre règlement 1058. Donc, la résolution est d'adopter le règlement 1058-2 modifiant le règlement 1058 afin de modifier la tarification du service de l'urbanisme et de l'environnement à l'annexe A, qui est la tarification des biens et services du dit règlement. Donc, qui fait la proposition? M. Leblanc, puis par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 5.2, on donne avis de motion pour un nouveau règlement. Donc, on a eu plusieurs demandes des citoyens concernant les animaux dans les parcs. Donc, on s'est informé et la majorité des villes autour de nous, on était une des seules qui n'acceptait pas les chiens dans les parcs ou lors des événements. Donc, évidemment, on vient l'encadrer parce qu'on va le permettre parce que, bon, la très grande majorité des gens sont très respectueux. Donc, on vient par contre spécifier que si, par exemple, dans des terrains de soccer, le chien peut être là, mais pas sur le terrain de soccer. Donc, s'il est dans les estrades autour ou encore le parc des familles où est-ce qu'il y a les jeux d'eau, bien, les animaux ne peuvent pas aller où est-ce qu'il y a les jeux d'eau, mais s'ils sont, la famille est là, puis le chien est à côté, puis tout ça, ce serait correct. Par contre, ils doivent toujours être en laisse. Et selon la loi, un chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps attaché à sa laisse un licou ou un harnais. Donc, on vient se conformer aussi à la loi. Puis, on dit, dans le fond, c'est ce que je disais là. Sur la piste cyclable aussi, on va pouvoir le permettre. On le permettait juste dans le tronçon Gautier, mais maintenant, ça va être sur l'ensemble, mais toujours évidemment en laisse et de manière sécuritaire. Donc, c'est sûr que ça va prendre beaucoup de vigilance de la part des citoyens, des propriétaires de chiens, pour nous assurer que ça se fasse dans l'ordre. Mais quand on a parlé avec nos collègues des autres villes, partout, ça allait quand même bien à ce niveau-là. Donc, qui donne avis de motion? Mme Baril. Un autre avis de motion, cette fois-ci dans le 5.3 concernant le règlement 3900-3, donc qu'on vient modifier. Alors, cette fois-ci, vous avez peut-être vu que dans le stationnement de l'hôtel de ville, maintenant qu'on a acheté notre première voiture électrique, on a installé des bornes de recharge pour l'administration. Donc, on vient, dans le fond, définir c'est quoi une borne de recharge publique versus une borne de recharge pour l'administration. Donc, on vient spécifier que quand c'est des bornes qui sont marquées réservées pour l'administration, dans le fond, monsieur, madame, tout le monde ne peuvent pas se brancher. De toute manière, ça prend une carte, puis c'est juste les employés qui ont cette carte-là et qui sont liés aux véhicules qui appartiennent à la ville. Donc, donc ça, c'est la première définition qu'on vient remplacer. Et on vient aussi en profiter pour ajouter, donc à l'article 5.1.9, donc l'article M, qu'on ne peut pas se stationner à moins de 5 mètres d'un conteneur semi-enfoui situé en bordure d'une voie publique. Donc, ça, évidemment, c'est pour faciliter lorsqu'il y a les camions viennent pour vider les conteneurs. Donc, c'est les deux petites modifications qu'on apporte. Donc, qui donne avis de motion?
Monsieur Renière? Alors, c'est adopté. En 6.1, donc, les contrats. Donc, on va faire un contrat pour un service professionnel pour experts lorsqu'on a des réclamations de dommages. Donc, on fait appel au service de réclamation Cbertium depuis plusieurs années pour traiter et régler les réclamations qu'elle reçoit pour des dégâts d'eau et des refoulements d'égouts qui surviennent sur notre territoire. La société Authentique Cabinet d'expertise en règlement de sinistre a englobé réclamation Cbertium il y a quelque temps. La nouvelle administration de la société désire signer un contrat de service professionnel avec la municipalité pour lequel la tarification et les services sont détaillés. Le contrat de service professionnel proposé est d'une durée de 2 ans avec un renouvellement automatique de 2 ans supplémentaires à moins d'avis contraire de la Ville. Alors, la Ville désire se porter partie de ce contrat de service professionnel et ce jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 133 799,99 $. Donc, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la conclusion du contrat de service professionnel avec Authentique Cabinet d'expertise en règlement de sinistre pour les services d'experts en sinistre pour des réclamations de dommages et ce jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 133 799,99 $, incluant les taxes applicables, et que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise Mme Geneviève Lazure, directrice du service du CREF et greffière, à signer le dit contrat de service professionnel, ainsi que les documents afférents au dit contrat, le cas échéant. Donc, qui fait la proposition? M. Bertium, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Puis, il y avait juste une petite coquille en somme maximum que j'ai vue en... 6.2, donc, octroi de mandat pour les services en architecture pour l'agrandissement de l'usine d'eau potable. Donc, en avril dernier, on a octroyé le contrat pour l'usine de production d'eau potable à la firme TLA Architecte. On a fait une erreur dans la résolution parce qu'on avait marqué que c'était 80 100 $ incluant les taxes, mais c'était excluant les taxes. Donc, la résolution va simplement ajuster en disant que c'était excluant les taxes applicables. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.3, donc, un octroi de mandat pour un technicien en génie civil. Donc, ça vient un peu à ce que M. Nadeau posait tantôt en lien avec FL. Donc, on a de la difficulté à la Ville pour combler le poste de technicien en génie civil. On a fait 3 affichages de postes sans réussir à avoir à décrocher un candidat pour notre municipalité. Alors, comme les travaux de l'été s'en venaient, on a demandé à une firme qui est FL Expert Conseil le prêt d'une ressource pour occuper le poste. Donc, on a eu un premier contrat qui était du 29 avril au 12 juillet 2024. Comme on a d'autres chantiers qu'on n'a toujours pas trouvé de technicien en génie civil, on va poursuivre le contrat donc du 15 juillet au 13 septembre pour un montant de 41 391 $ excluant les taxes. Donc, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le mandat pour le prêt d'une ressource pour occuper le poste de technicien en génie civil du 15 juillet au 13 septembre 2024 à la firme FL Expert Conseil Incorporé pour une somme de 41 381 $ excluant les taxes applicables. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Bertium. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, dans le divers 8.1, Mme Hardy. Oui, bonsoir. Donc, une autorisation de signature Éco-entreprise Québec, entente intermunicipale de regroupement. Donc, il a attendu qu'Éco-entreprise Québec est l'organisme de gestion désigné en vertu de ce règlement aux fins d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective. Les villes de Sainte-Anne-des-Plaines et de Bois-des-Filions souhaitent mettre en place un regroupement des 2 municipalités afin de signer l'entente avec EEQ. EEQ, qui est Éco-entreprise Québec, reconnaît le regroupement intermunicipal de gestion des matières résiduelles des 2 villes ci-dessus, désignées comme territoire d'application de l'entente, avec pour organisme mandataire et signataire la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. La résolution est que le conseil municipal approuve l'entente intermunicipale entre Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filions pour un regroupement dans le cadre de la modernisation de la collecte sélective. Que la mairesse et le directeur général de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines soient autorisés à signer l'entente intermunicipale entre la ville de Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filions pour un regroupement dans le cadre de la modernisation sélective ainsi que tout document nécessaire à la mise en place de cette entente. Merci, Mme Hardy. Alors, qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté.
Ensuite, en 8.2, ça fait la suite d'une demande que j'avais eue d'un citoyen dans mon live le mois dernier. Donc, une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la modification de la programmation des feux de circulation sur la route 335 à l'intersection Durand-Lepage. Alors, on dit que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines reçoit de multiples plaintes de ses citoyens concernant la problématique de la fluidité de la circulation le matin de 6h à 9h dans l'axe nord-sud des feux de circulation installés sur la route 335 à l'intersection Durand-Lepage. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est consciente des importants problèmes de fluidité le matin de 6h à 9h dans l'axe nord-sud de l'intersection. Ce tronçon relève du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ainsi, la résolution dit que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de modifier la programmation des feux de circulation à l'intersection Durand-Lepage et de la route 335 pour allonger le délai dans l'axe nord-sud le matin de 6h à 9h, et ce, afin de remédier à la problématique de fluidité de circulation dans cet axe, et que la copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Transports et de la Mobilité durable, au ministre responsable des Laurentides et à la députée de Les Plaines, Mme Lucie Lecourt. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.3, M. Leblanc. Oui, merci. Donc, autorisation spéciale épluchette de blé d'Inde des Chevaliers de Colomb. Donc, attendu que les Chevaliers de Colomb organisent une épluchette de blé d'Inde au parc Neuville le 24 août 2024 de 13h à 22h30, que lors de cette épluchette de blé d'Inde, il est prévu y avoir consommation d'alcool, que le règlement concernant la paix, l'ordre public et le bien-être interdit la consommation d'alcool dans les parcs, sauf lors d'événements avec l'autorisation préalable du conseil municipal, que le conseil municipal désire autoriser la tenue de l'épluchette de blé d'Inde des Chevaliers de Colomb ainsi que la consommation d'alcool le 24 août 2024 au parc Neuville. Donc, la résolution se lit comme suit: que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la tenue de l'épluchette de blé d'Inde des Chevaliers de Colomb au parc Neuville le 24 août 2024 de 13h à 22h30, incluant notamment la consommation d'alcool lors de cet événement, et que copie de cette résolution soit transmise au service de police Terrebonne-Sainte-Anne-des-Plaines-Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie, ainsi qu'au service infrastructure et technique. Merci, M. Leblanc. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. On continue avec vous, M. Leblanc? Oui, donc 8.4, désignation d'un cours d'eau pour le ruisseau Charbonneau. Donc, attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire désigner officiellement le cours d'eau situé à proximité du parc des Patriotes, que le cours d'eau est nommé ruisseau Charbonneau de façon non officielle depuis de nombreuses années, que le conseil municipal désire désigner officiellement le cours d'eau situé près du parc des Patriotes sous l'appellation ruisseau Charbonneau. La résolution se lit comme suit: que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désigne officiellement le cours d'eau situé à proximité du parc des Patriotes sous l'appellation suivante, ruisseau Charbonneau. Merci, M. Leblanc. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Oui, monsieur. Attendez, je vais poser une Le ruisseau Charbonneau, c'est celui qui est dans la rue Séraphin-Beau. Exactement. C'est là qu'il y avait eu un litige avec Mme Rapaport. C'était pas nécessairement avec Mme Rapaport, mais oui, c'est tout dans ce coin-là. Là. Celui-là qui traverse au parc des Patriotes, qui passe en dessous de la 335 et qui continue de l'autre côté. Là. Merci. Oui, c'est bien dit. J'ai pensé au micro. On continue avec M. Berton. Merci, Mme le maire. C'est donc la délégation de responsabilité pour un coordonnateur substitut aux mesures d'urgence. Il est entendu que M. Patrice Martel, directeur du service de sécurité incendie, a été nommé coordonnateur substitut des mesures d'urgence de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines au départ de la retraite de Mme Linda Charbonneau. Qu'en raison des fonctions de M. Patrice Martel occupe au sein du service de sécurité incendie, il aurait lieu de nommer un autre substitut au poste de coordonnateur des mesures d'urgence en priorité à M. Patrice Martel, qui lui assumera les fonctions du deuxième substitut. Qu'il a lieu de désigner un employé cadre pour assumer les responsabilités de premier substitut au coordonnateur des mesures d'urgence. Alors, la résolution est que M. Étienne Bérard, directeur adjoint à la gestion des eaux et du service des infrastructures et techniques, soit désigné comme premier substitut au coordonnateur des mesures d'urgence et que M. Patrice Martel, directeur du service de sécurité incendie, soit nommé à titre de deuxième substitut au coordonnateur des mesures d'urgence.
Merci, M. Berthiaume. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.6, c'est Mme Baril. Oui, merci. Donc, c'est pour la nomination au conseil d'administration permanent de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville. Il est attendu que l'Office d'habitation Thérèse de Blainville est administré par un conseil d'administration permanent qui en conduit les opérations à partir du 1er juillet 2019. L'Office d'habitation Thérèse de Blainville est composé de 11 membres qui en sont aussi les administrateurs, dont les mandats sont d'une durée de 3 ans. Le mandat de Mme Véronique Baril, donc moi-même, à titre de membre du conseil d'administration permanent de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville, doit être renouvelé puisqu'il arrive à échéance le 31 décembre 2024. La résolution se lit donc comme suit, que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines nomme Mme Véronique Baril comme membre du conseil d'administration permanent de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2027 inclusivement. Merci, Mme Baril. Alors, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.7, c'est un appui à la ville de Boisbriand. Vous avez peut-être suivi dans les nouvelles ce qui s'est passé de ce côté-là. Donc, c'est une refonte des principes d'exemption fiscale pour motifs religieux. Donc, le législateur québécois a prévu à une époque lointaine cette possibilité pour les institutions religieuses d'être exemptées de paiement de leurs taxes foncières. C'était de toute évidence une manière de refléter la volonté de la société québécoise ainsi que des instances gouvernementales de compenser ces institutions pour leurs contributions sociales et communautaires. De nos jours, les instances publiques et gouvernementales doivent préconiser la laïcité, tout en laissant la liberté aux citoyens de pratiquer la religion de leur choix, et ce, dans le plus grand respect des pratiques religieuses distinctes de tous et chacun, mais aussi en respectant les droits des citoyens qui ne pratiquent aucune religion. La loi sur la fiscalité municipale permet uniquement aux propriétaires pouvant être qualifiés à titre d'institution religieuse de bénéficier d'une exemption de paiement de leurs taxes foncières. Pour la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, il est évident que le simple fait d'être un propriétaire, d'avoir une existence légale et d'avoir en son nom la propriété d'immeubles ne constitue pas en soi un acte religieux. La ville de Sainte-Anne-des-Plaines, par la présente résolution et les démarches futures qui en découleront, ose poser la question à savoir s'il est juste et équitable dans notre société actuelle de favoriser fiscalement ceux qui pratiquent une religion, et ce, au détriment des autres citoyens, et demande par le fait même à ce que soit effectuée une vaste revue législative des notions d'exemption fiscale et des critères devant être respectés afin de pouvoir en bénéficier le cas échéant. Il est primordial d'obtenir l'appui du monde municipal afin d'inciter le gouvernement du Québec à procéder aux amendements législatifs nécessaires pour préciser ce qu'est une véritable institution religieuse afin d'empêcher les échappatoires et les situations extrêmes qu'a créé et créera une interprétation trop large des dispositions législatives applicables. Il est essentiel d'obtenir l'appui des autres municipalités du Québec et des organismes municipaux de tous les niveaux afin que soit remis en question le principe même d'exemption fiscale envers les institutions religieuses en raison non seulement de l'évolution de la société québécoise moderne, mais également en raison des impératifs fiscaux auxquels sont confrontées les municipalités. La ville de Sainte-Anne-des-Plaines est au fait que depuis plusieurs années, la ville de Boisbriand est impliquée dans un litige de nature fiscale qui a fait ressortir des éléments plus troublants, non seulement à ce qui a trait à l'interprétation large et libérale applicable en matière d'exemption religieuse, mais également quant à ce qui est considéré comme étant suffisant pour être reconnu à titre d'institution religieuse au sens de la loi sur la fiscalité municipale et que dans le cadre de ce dossier, plusieurs millions de dollars en taxes foncières sont en jeu. Ce dossier fait ressortir des questionnements sérieux à savoir s'il est toujours juste et approprié de continuer à favoriser fiscalement des entités dites religieuses dans le contexte social, politique et économique actuel, et ce, au détriment des autres organismes communautaires. Ainsi, la résolution dit que la ville de Sainte-Anne-des-Plaines appuie la ville de Boisbriand
dans ses interventions pour convaincre le gouvernement du Québec de procéder aux amendements devant être apportés à la loi sur la fiscalité municipale de manière à préciser son cadre d'application et l'adapter aux réalités sociales, politiques et économiques actuelles et de transmettre copie conforme de la présente résolution à la Ville de Boisbriand ainsi qu'à la députée de la circonscription foncière des Plaines, Mme Lucie Lecourt. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.8, donc une demande des municipalités rurales de la communauté métropolitaine de Montréal pour avoir une exclusion sur l'imposition de la taxe sur l'immatriculation. Alors, le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal est entré en vigueur le 12 mars 2012 et reconnaît que le territoire métropolitain comporte une réalité rurale qui présente des défis particuliers quant au maintien de la vitalité économique et sociale au sein des municipalités rurales. Les 19 villes rurales de la CMM, dont la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines, constituent 42 des 220 353 hectares du territoire agricole du Grand Montréal. Le caractère rural de certaines municipalités de la CMN limite leur capacité de développer leur territoire, ce qui les désavantage au niveau financier par rapport aux autres municipalités métropolitaines et périmétropolitaines. Depuis 2019, la CMM et le gouvernement du Québec financent à part égale le programme de compensation aux municipalités rurales sur la protection du territoire agricole. En complémentarité avec le milieu urbain, les 19 municipalités rurales de la CMM participent à la dynamique territoriale du Grand Montréal, incluant le financement du transport collectif, alors que pour l'ensemble des 19 villes rurales de la CMM, l'intensité de l'activité en transport collectif est faible ou complètement absente sur le territoire, ce qui démontre une iniquité importante entre les villes de la CMM. Les 19 villes rurales de la CMM, les citoyens ne pouvant compter sur le transport collectif puisque ce dernier y est déficient, l'utilisation de la voiture devient une obligation afin de se mouvoir sur le territoire. L'Autorité régionale du transport métropolitain, qu'on appelle la RTM, est une création du gouvernement provincial et que les élus municipaux y sont minoritaires au conseil d'administration et il relève du gouvernement du Québec de gérer son organisme afin de financer ses projets sans imposer le fardeau de ses décisions sur les villes de la CMM. L'utilisation de la taxe sur l'immatriculation pour financer le transport collectif peut être un moyen intéressant pour les villes qui ont une desserte adéquate en transport collectif, mais que pour les villes rurales de la CMM ayant peu ou pas de transport collectif, l'utilisation de la dite taxe sur l'immatriculation devient un fardeau et une grande iniquité puisque la voiture est une obligation pour ses citoyens. Le transport collectif est un projet de société et qu'il serait gagnant d'investir dans le transport collectif afin d'optimiser les services, améliorer l'offre puisque les gains sont majeurs tant au plan social qu'au plan économique et environnemental. Les 19 villes rurales de la CMM s'attendent que le gouvernement provincial qu'il assume son rôle dans le développement et le financement du transport collectif afin de démontrer son leadership dans la gestion du territoire métropolitain. Ainsi, la résolution dit qu'on demande l'exclusion des 19 villes rurales de la CMM dans l'imposition de la taxe sur l'immatriculation, considérant l'absence de services de transport collectif sur leur territoire et leur grande contribution déjà existante au financement du dit transport collectif de la région de Montréal. De demander une révision du modèle de financement du transport collectif afin d'optimiser les ressources financières dans le respect des réalités territoriales, des services offerts à la population dans l'optique du respect des capacités de payer des différentes villes de la CMM, incluant la réalité des 19 villes rurales de la CMM. La politique de financement révisée doit s'appuyer sur les principes d'utilisateurs-payeurs qui incluent les villes hors CMM dont les citoyens utilisent grandement le dit service. D'attendre les audits de performance du transport collectif qui ont été demandés par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, afin de prendre des décisions éclairées sur la gestion du transport collectif et de transmettre copie de cette résolution au premier ministre et député de l'Assomption, M. François Legault, à la vice-première ministre et la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, au ministre de l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon,
Au ministre des Finances, M. Éric Girard, à la députée de Mirabel, Mme Sylvie Damour, la députée de Repentigny, Mme Pascale Derry, au député de La Prairie, M. Christian Dubé, député de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, député de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron, député de Bordua, M. Simon Jolin-Barrette, député des Plaines, Mme Lucie Lecourt, député de Vaudreuil, Mme Marc-Claude Nichols, député de Soulanges, Mme Marilyn Picard, député de Chambly, M. Jean-François Roberge, député de Verchères, Mme Suzanne Roy, à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, la mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, le maire de Laval, M. Stéphane Boyer, la représentante de la Couronne Sud à la RTM et mairesse de Mercier, Mme Lise Michaud, et représentant de la Couronne Nord de la RTM et maire de Deux-Montagnes, M. Denis Martin, qui fait la proposition. Donc, M. Renière, appuyé par Mme Baril. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça paraît que je tiens à celle-là, hein? Alors, la longue liste de députés que je viens de vous lire, ce sont les députés qui sont dans les 19 villes rurales de la CMM ou qui ont un lien avec la demande. Donc, c'est pour ça que d'habitude, on n'en a pas autant, là, mais vous avez vu, c'est tous des députés qui font partie de la CAQ, donc qui sont présentement au pouvoir et qui, pour nous, ont le pouvoir d'agir. Donc, c'était important. Mais ça m'insulte de savoir que nos citoyens ont l'obligation d'avoir une voiture pour aller travailler, pour aller à l'école, parce que notre système est déficient, puis que chacun d'entre nous va devoir payer 150 $ sur son immatriculation de plus. Là, on l'avait monté de 59 $, mais il y a un autre 90 qui va s'appliquer pour payer le transport en commun quand on n'en a pas. Et par année, je vous rappelle qu'on paie déjà presque 775 000, presque 775 et 800 000 $ de nos taxes pour payer le transport en commun. Puis ça, c'est parce qu'on a du financement qui vient, sinon ce serait 1,2 million qu'on paierait. Donc, oui, on en fait déjà notre part, on est déjà là, puis c'est vrai qu'il y en a certains de nos citoyens qui vont y aller à Mirabel prendre le train ou qui vont, puis qu'il y a des étudiants qui vont pour aller à Lionel Group et tout ça, mais c'est déjà beaucoup ce qu'on paye, puis on n'a pas plus de services, puis on ne payait pas autant avant pour les mêmes autobus, donc il y a une iniquité importante, puis ça, je trouve ça injuste pour les citoyens. Donc, les 19 villes rurales, ça fait partie de la bataille qu'on a, mais on va encore en entendre parler longtemps. Donc, ça, c'était mon éditorial de la journée. Alors, sur ce, on poursuit dans un autre registre. Madame Hardy va nous détendre. Oui, avec une autorisation spéciale pour la Ligue de baseball du dimanche. Donc, la tenue de l'activité de la Ligue de baseball du dimanche au terrain de baseball du parc Serge-Gagnon qui aura lieu le 4 août prochain de 15h à 23h. Il a entendu que dans le cadre de l'activité de la Ligue de baseball du dimanche au parc Serge-Gagnon, il y aura présence et consommation d'alcool. Le règlement concernant la paix, l'ordre public et le bien-être décrète que la consommation d'alcool est interdite dans les parcs. Le conseil municipal peut, par résolution, autoriser exceptionnellement la consommation d'alcool pour une activité tenue dans les parcs. Donc, la résolution est que dans le cadre de l'activité de la Ligue de baseball du dimanche qui se tiendra le 4 août 2024 de 15h à 23h au parc Serge-Gagnon, le conseil municipal autorise la présence et la consommation d'alcool. Que copie de cette résolution soit transmise au service de police Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filions. Merci, Mme Hardy, qui fait la proposition. M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. On continue avec vous, Mme Hardy? Oui. Donc, on y va avec une approbation d'un nouveau calendrier de conservation par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la désignation de la personne responsable du dossier. Donc, en vertu de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents. Qu'en vertu de cette loi, tout organisme public visé doit soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est un organisme public visé. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution. Donc, la résolution est d'autoriser la greffière à signer le calendrier de conservation et de
toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation à Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Merci, Mme Hardy. Alors, qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par? Quelqu'un? Monsieur Berthiaume, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ça ne vous a pas passionné, le calendrier de conservation de nos archives? Ah. En 8.11, donc, on procède au dépôt d'un procès-verbal de correction. Donc, dans le fond, c'est pour une omission au 5e dispositif de la résolution qui a été adoptée lors de la séance du 13 septembre 2022. Donc, cette résolution-là, c'est en lien avec l'achat du stationnement qui appartenait à Hog. Donc, dans le fond, c'est le stationnement là, qui est au bout complètement. Là, vous avez le stationnement d'Hôtel de Ville, le stationnement d'Hortensia, puis on avait un bail pour louer le petit bout là, qui est comme en face de la Grange Chaumont. Donc, c'est ce terrain-là qu'on va acheter en lien, entre autres, avec l'usine d'eau potable et tout ça. Donc, il y avait eu une omission d'indiquer et autres et actes juridiques connexes. Donc, la résolution, c'est qu'on rajoute ce petit bout de phrase-là. Ça ressemble à ça. Alors, qui fait la proposition? M. Leblanc, puis par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.12, M. Berthiaume. Une autorisation spéciale pour permettre, dis-je, la tenue de la fête des citoyens. Et alors, il est entendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines organisera une fête des citoyens le 14 septembre 2024. Et dans le cadre de la fête des citoyens, des activités ainsi qu'un spectacle de feu et des feux d'artifice sont prévus le 14 septembre 2024 au Parc des Saisons de 13h à 23h. Dans le cadre de la fête des citoyens, la vente et la consommation d'alcool seront permises sur le site du Parc des Saisons entre 13h et 23h. Que le règlement concernant la paix, l'ordre public et le bien-être interdit la vente et la consommation d'alcool sur les places publiques, sauf lors d'événements publics avec l'autorisation préalable du conseil municipal, qu'en vertu du règlement concernant la prévention des incendies, les feux en plein air sont interdits sur tout le territoire de la ville, mais la résolution est que dans le cadre des activités de la Fête des citoyens qui se tiendra le 14 septembre 2024, que le conseil municipal autorise la vente et la consommation d'alcool au Parc des Saisons entre 13h et 23h, la tenue d'un spectacle de feu ainsi que la tenue des feux d'artifice. Que cette copie de cette résolution soit transmise au service de police de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filions, au service de la sécurité d'incendie ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Merci, M. Berthiaume. Alors, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.13, ça paraît qu'on est à l'été. Donc, il y a plusieurs rassemblements, Mme Baril? Oui, c'est l'autorisation spéciale pour permettre un rassemblement type fête au Parc Normandie. Donc, il est attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a reçu une demande d'une citoyenne pour la tenue d'un rassemblement de type fête le 17 août 2024 au Parc Normandie. Lors de ce rassemblement de type fête, il est prévu y avoir possiblement consommation d'alcool ainsi que l'installation d'un chapiteau, de tables et de chaises pour l'organisateur de la dite fête, par l'organisateur. Et le règlement concernant la paix, l'ordre public et le bien-être interdit la consommation d'alcool sur les places publiques, sauf lors d'événements avec l'autorisation préalable du conseil municipal. Donc, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la tenue du rassemblement de type fête durant la journée du 17 août 2024, incluant l'installation d'un chapiteau, de tables et chaises respectant la réglementation municipale en vigueur, ainsi que la consommation d'alcool, et ce, de 13h jusqu'à 22h inclusivement, et que copie de cette résolution soit transmise au service de police Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie, ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Merci, Mme Baril. Qui fait la proposition? Donc, M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.14, M. Leblanc. Oui, donc désignation d'un édifice Jules Malchelos. Donc, attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire désigner officiellement le bâtiment autrefois connu sous le nom Maison Optimiste,
que M. Jules Malchelos a été impliqué activement au sein du Club optimiste de Sainte-Anne-des-Plaines depuis de très nombreuses années. Que le conseil municipal désire rendre hommage à M. Jules Malchelos en désignant officiellement le bâtiment autrefois connu sous le nom Maison Optimiste, situé au 158 rue des Cèdres, sous l'appellation Édifice Jules Malchelos. La résolution se lit comme suit, que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désigne officiellement le bâtiment actuellement connu sous le nom Maison Optimiste, situé au 158 rue des Cèdres, sous l'appellation Édifice Jules Malchelos. Merci, M. Leblanc. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, une plaque sera préparée. C'est le comité toponymie, histoire qui est en train de procéder à la rédaction d'un message pour M. Malchelos. Donc, une plaque extérieure qui va avoir un message similaire à celle que vous avez à l'entrée de la salle ici pour M. Gauthier. Donc, un texte qui va relater, entre autres, son implication au sein de l'organisme. Donc, et prochainement sera installé à même la maison. Et en 8.15, donc, on a un mandat à nos procureurs pour une expropriation pour acquisition d'une servitude, donc pour le passage et l'accès au regard et à la conduite sanitaire. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire obtenir une servitude de passage et d'accès au regard et à la conduite sanitaire, donc qui est située le long du ruisseau La Corne, donc pour pouvoir aller faire des travaux. Les discussions ont lieu à cet effet entre la Ville et la propriétaire du lot. Malgré ces discussions, les parties ne sont pas parvenues à en entendre pour l'acquisition d'une servitude de passage et d'accès au regard. Un arpenteur géomètre a été mandaté pour la préparation d'une description technique de l'assiette de la servitude montrée temporairement sur le croquis préparé par le service. Donc, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines soit autorisée à entreprendre les procédures d'expropriation pour l'acquisition d'une servitude de passage et d'accès au regard et à la conduite sanitaire sur le dit lot, que Maître Steve Cadrin de la firme DHC Avocats Incorporé soit mandaté pour entreprendre les procédures requises afin de donner plein effet à la présente résolution et que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer les documents requis, le cas échéant. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Évidemment, l'expropriation, vous comprenez que c'est toujours la dernière mesure. Donc, on commence, mais en tout cas, moi, d'expérience, on ne va jamais jusque-là. Donc, c'est souvent plus des ententes, mais il faut que juridiquement, ce soit qu'on commence à quelque part. Donc, on est là, mais on espère évidemment là, arriver à une entente de gré à gré là, sans problématique avec la propriétaire. En 9, on procède au dépôt des rapports divers et des procès-verbaux. Donc, le rapport des activités du service de sécurité incendie pour juin 2024, le rapport budgétaire au 30 juin 2024, le rapport des permis de construction du mois de juin 2024, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme tenu le 19 juin 2024 et le rapport tricentriste pour juin 2024. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 10.1, donc, on est à la troisième lecture du règlement. Donc, le règlement 859-7. Donc, dans le fond, on vient abroger un article qui est concernant le niveau de plancher principal. Donc, autrefois, on liait le niveau du plancher principal au bâtiment adjacent. Maintenant, étant donné, entre autres, de ce qu'on a vécu là, par rapport à la hauteur de la nappe phréatique, donc ça devient trop contraignant. Alors, on vient simplement retirer l'article 31. Donc, donc c'est ça. Alors, qui fait la proposition d'adopter le règlement? M. Berthiaume, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Même chose, troisième et dernière lecture pour le règlement 1047-1, donc qui est pour le règlement encadrant les démolitions d'immeubles. Donc, dans sa troisième lecture, on vient ajouter un membre substitut parce que c'est 3 élus qui doivent siéger dans la loi, mais si jamais, et les 3 doivent être présents. Donc, pour nous donner un petit peu plus de latitude, on rajoute un substitut. Et on vient aussi rajouter 2 critères d'évaluation à la demande. Donc, le numéro 10 qui est la conservation des arbres matures en bonne santé et de la végétation de qualité existante sur le terrain. Et le 11 qui est la durabilité environnementale du projet de démolition, soit entre autres l'opportunité de récupération et de valorisation des matériaux et équipements de l'immeuble. Donc, la résolution est d'adopter le règlement 1047-1 qui amende le règlement 1047. Qui fait la proposition? Donc, M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté.
Ici, on est dans l'avis de motion, donc la deuxième lecture pour le règlement 857-14. Donc, dans le fond, on vient abroger la tarification. Donc, ce qu'on a inclus au point 5 tantôt, qu'on disait on va mettre la tarification de l'urbanisme, bien là, on vient de l'enlever dedans les règlements. De dedans, ça ne dit pas bien, ça? De dedans, on dirait que je bégaye. Du règlement 857. Donc, on donne avis de motion. Qui donne avis de motion? Monsieur Berthiaume. Alors, c'est adopté. Le 10.4, et c'est l'Assemblée publique de consultation, et on va aussi donner l'avis de motion. Donc, on vient ajouter au règlement 859-8, l'article 18.1, la conformité au Code de construction. Donc, on vient ajouter ce qui suit. Il est de la responsabilité du requérant ou du titulaire d'une demande de permis ou de certificat de préparer et de soumettre des plans conformes au Code de construction du Québec, au Code de sécurité du Québec et aux autres codes en vigueur en vertu de la loi sur le bâtiment, ainsi qu'aux autres règlements découlant de cette loi. Lorsque l'auteur des plans n'est pas un technologue, un architecte ou un ingénieur, le requérant ou l'auteur des plans doit joindre une lettre signée attestant que les plans soumis sont conformes au code en vigueur. Donc, c'est ce qu'on vient ajouter. Alors, comme c'est l'Assemblée publique de consultation, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la salle? Alors, s'il n'y a pas de commentaires, qui donne avis de motion? Monsieur Berthiaume. On continue. Donc, aussi, en seconde lecture, c'est aussi l'Assemblée publique de consultation dans le 10.5, donc pour le règlement 860-118. Donc, ici, on vient ajuster des définitions. Donc, un conteneur à matière résiduelle amovible. Donc, on vient dire c'est quoi? Un conteneur semi-enfoui à chargement à grue et un conteneur semi-enfoui à chargement avant. Donc, dans le fond, on vient dire que des conteneurs à chargement à grue, ça, c'est les Molocs, là, qui ont comme un sac dedans, que ça prend une grue. Là, on enlève le couvert, on tire le sac. C'est vraiment problématique parce que c'est comme pas fait pour l'hiver. Donc, l'hiver, s'il y a des liquides, ça gèle, le sac se brise, c'est difficile à aller chercher, donc c'est vraiment problématique. Donc, on préfère des conteneurs semi-enfouis qui sont levés avec un chargement avant, comme il y a, par exemple, au McDonald's. Donc, c'est ça qu'ils ont, là. Donc, c'est comme tout le conteneur au complet qui sort de terre pour être vidé puis qu'ils le remettent dans le trou. Ouais, c'est ça, dans le trou. J'essayais de trouver quelque chose de plus cute, mais non, c'est un trou. Donc, ils le remettent dans le trou. Pour les conteneurs à matière résiduelle amovible, ça, c'est les conteneurs, je dirais, classiques, normales qu'on a. Là. Ça aussi, on vient dire la grosseur. On vient aussi spécifier où est-ce qu'on doit les mettre, c'est les marges qu'ils doivent respecter. Ça ne peut pas être, si c'est en avant, c'est quelle sorte qu'ils ont droit. Si c'est arrière, c'est quelle sorte qu'ils ont droit. S'ils veulent mettre des clôtures, ils ont droit à combien par terrain, etc. Donc, des écrans végétales, les allées d'accès qui doivent être présentes. Les abris, les enclos, l'architecture, le reste, j'avais tout dit. Donc, c'est ce qu'on vient modifier. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y a pas de questions, Mme la greffière. Alors, qui fait la proposition d'adopter le second projet? Donc, Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 10.6, on donne aussi un avis de motion. Donc, on donne l'avis de motion, c'est ça. Qui donne l'avis de motion? C'est pour adopter le règlement que je viens de parler sur les conteneurs. Donc, M. Leblanc. En 10.7, donc, second projet aussi avec Assemblée publique de consultation. Cette fois-ci, c'est pour le 860-119. Donc, c'est pour les logements accessoires qu'on appelle souvent des bachelors. Donc, avec la nouvelle loi qui appelle les super-pouvoirs qui ont été octroyés aux municipalités, on a la possibilité maintenant d'étendre ou de changer au niveau des logements accessoires. Donc, on dit qu'un logement accessoire, c'est un espace autonome privé aménagé dans une habitation unifamiliale qui comprend une salle de bain, une cuisine, une salle de séjour et au moins une chambre. Et l'entrée doit se faire de manière indépendante du logement principal. Donc, on a droit partout sur le territoire à l'extérieur, sauf dans la zone agricole. Ça, la loi, la LPTA, ne le permet pas. Donc, tout ce qui est à l'intérieur du périmètre urbain, donc hors zone agricole, ça, c'est permis. On vient spécifier là, la subdivision, qu'il doit y avoir au moins une case de stationnement supplémentaire. Le numéro civique doit être distinct. Au niveau de l'aménagement, on parle de c'est quoi la superficie de plancher permise, qui est maximum 40 % du bâtiment principal.
où est-ce qu'il peut être localisé. Avant, c'était toujours au sous-sol. Maintenant, ça peut être sur 2 étages, par exemple, sous-sol et rez-de-chaussée. Donc, il est réparti, distinct, ça je l'ai dit. Une entrée électrique individuelle. Aucun escalier extérieur permettant l'accès à l'étage n'est autorisé. Et pour l'agrandissement, évidemment, là, tout ce qui est revêtement extérieur, si c'est un agrandissement, bien, doit être quand même conforme et s'harmoniser avec le bâtiment principal et doit respecter les PIA. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, il n'y a pas de questions non plus. Donc, qui fait la proposition d'adopter le second projet? Donc, M. Berthiaume, appuyé par M. Renière. M. Renière, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et qui donne avis de motion pour l'adoption le mois prochain? Donc, Mme Baril. 860-120, aussi le deuxième projet avec assemblée de consultation. Cette fois-ci, c'est pour la vente de produits agricoles. Donc, le numéro 860-120, c'est pour venir modifier les articles concernant la vente de produits agricoles. On dit que maintenant, elle est autorisée à titre d'usage temporaire dans les classes A1, A2 et A3 du groupe A, qui est dans le fond l'agriculture. Puis on dit seule la vente saisonnière de produits agricoles provenant d'un producteur est autorisée selon les dispositions de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Et on dit que la période d'autorisation de la vente saisonnière de produits agricoles correspond à la saison de culture du producteur ou lors de la transformation d'un produit agricole effectuée par un producteur sur sa ferme. Le kiosque peut avoir un caractère temporaire ou permanent. Donc, ce sont les 2 modifications. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, il n'y a pas de questions dans la salle. Donc, qui propose l'adoption du second projet 860-120? Mme Hardy, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et qui donne avis de motion pour son adoption? M. Renière. Le numéro... L'Assemblée publique, excusez, j'ai comme eu un blanc. Donc, le 1046-2. Donc, ici, on a 3 éléments, 3 sujets, si vous voulez, qu'on a mis dans ce sujet-là. D'abord, des demandes pour des orientations préliminaires. Donc, parfois, on a des gros projets, puis il y a des entrepreneurs, avant d'investir dans des plans d'architectes, des plans de ci, des plans de ça, ils aimeraient ça avoir une orientation préliminaire. Donc, s'asseoir avec l'urbanisme, pour commencer à le travailler, mais en plus d'avoir les commentaires de nos spécialistes, d'avoir aussi l'orientation du CCU. Donc, on a accepté de le faire parce qu'en effet, on comprend que d'investir plusieurs dizaines de milliers de dollars dans des projets, donc ils montent tout le projet, ils arrivent, puis on dit non. Ça peut être évidemment là, très dommageable pour l'entrepreneur. Par contre, on vient vraiment là, circonscrire puis déterminer dans le règlement qu'est-ce qu'on va accepter de mettre. Autrement dit, quelqu'un qui veut se construire une maison, bien, il ne peut pas avoir une orientation préliminaire. C'est vraiment pour des projets particuliers. Donc, on dit, le requérant peut soumettre une demande par écrit au fonctionnaire désigné afin d'obtenir une orientation préliminaire du comité consultatif d'urbanisme sans que cette demande d'approbation des plans soit entièrement complète conformément au présent règlement. Le comité consultatif émet un avis, donc ce n'est pas positif, ce n'est pas négatif, ils vont plutôt dire un avis, donc une opinion sur des objectifs et critères énoncés. L'orientation préliminaire du CCU ne doit pas être considérée comme étant un avis favorable ou défavorable du comité ou une indication d'une suite positive ou négative de la demande. De plus, le comité n'est pas lié par son orientation préliminaire au moment où, le cas échéant, il annonce son avis à la suite du dépôt d'une demande complète. Le conseil municipal ne peut rendre de décision d'approbation sur une base d'orientation préliminaire du CCU et les frais d'études pour une demande d'orientation vont être prévus à la tarification normale. Donc, dans les documents requis, par exemple, pour déposer, ça va être des plans d'élévation, donc hauteur et des différents niveaux, description des matériaux, type, couleur, etc., les matériaux pour les ouvertures, donc les portes et les fenêtres, tout autre détail pertinent. On va venir aussi, les projets qui sont admissibles, c'est des nouvelles constructions résidentielles de 6 logements et plus, des nouvelles constructions pour des usages mixtes, l'agrandissement d'un bâtiment d'usage mixte et un projet de lotissement ayant un minimum de 5 lots à construire.
On a aussi inclus tous les projets d'insertion et les projets de logement accessoire. Donc, autrement dit, si par exemple, dans une rue, il y a 2 terrains disponibles, bien, ce qui va se construire, il faut que ça s'harmonise. Donc, c'est ce qu'on appelle une insertion, pour que ça s'harmonise avec le reste du bâti. Donc, ça aussi, c'est prévu. Tout ce qui est l'alignement, composantes architecturales, et etc. Et on a aussi sur ce sujet-là, quand c'est en hauteur, donc s'assurer de préserver l'unité de la rue, la porte principale, où est-ce qu'elle doit se situer, préservation de la végétation, ça n'entrave pas l'accès à l'ensemble du terrain, et les cases de stationnement requises doivent pas se faire au détriment de l'intégrité des composantes. Donc ça, c'est la première modification qu'on a mis au règlement. Ensuite, la deuxième, on en a profité là, en lien avec les logements accessoires qui étaient le règlement précédent pour l'ajouter au type de travaux et ouvrages assujettis pour les nouvelles constructions, bâtiments principaux. Et finalement, le troisième, c'est, on est dans un autre registre complètement, mais c'est pour les enseignes. Donc, on dit la hauteur de l'enseigne sur poteau est appropriée par rapport aux conditions du site, du type du milieu et une hauteur à échelle humaine est privilégiée. Donc, ce sont les 3 modifications qu'on ajoute au niveau de notre règlement. Donc, c'est l'Assemblée publique de consultation. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Donc, qui donne avis de motion? M. Berthiaume? Alors, c'est adopté. Le règlement 1012, cette fois-ci, c'est un premier projet, donc c'est la première fois qu'on vous le présente. Donc, c'est pour les PPC-moi, donc les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Donc, dans le fond, ça aussi, avec les super pouvoirs là, qui nous ont été octroyés par la ministre, on peut faire plus de choses, mais pour éviter que ça parte n'importe comment, on voulait s'assurer que dans un règlement, tout était là. Donc, c'est ce qu'on vient faire ici. Donc, au chapitre 1, on vous dit que ça s'applique à toute la ville. Le présent règlement, peut, dans le fond, qui peut soumettre un projet, qui l'administre, ça va tout passer par le service d'urbanisme et de l'environnement. Au chapitre 2, ce sont l'admissibilité d'une demande. Donc, c'est l'autorité compétente qui en fait l'évaluation. On parle sont où les zones admissibles, c'est quoi les dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de projet particulier. Et évidemment, on s'assure de sa conformité au schéma d'aménagement de la MRC. Le chapitre 3, c'est les dispositions relatives à la procédure d'une demande. Donc, comment faire un dépôt, c'est quoi qu'elle doit contenir. Donc, dans la demande, il faut s'assurer d'avoir les coordonnées, le projet, le plan d'implantation, les composantes, le raccordement au réseau d'aqueduc, l'illustration de l'intervention et parfois, le cas échéant, il peut y avoir échéancier, etc., les frais d'études, la demande complète, les vérifications, l'avis du comité du CCU, les résolutions d'acceptation ou de refus, des garanties financières si elles sont exigées, l'affichage, etc. Donc, ça, c'est tout dans le chapitre 2. Le chapitre 3, pardon. Le chapitre 2, c'est les dispositions relatives aux critères d'évaluation. Donc, différents, je vous donne des exemples. Là. Donc, est-ce que ça respecte le plan d'urbanisme? Est-ce que ça amène une plus-value? Est-ce qu'il y a des mesures de développement durable? Est-ce que c'est compatible avec son milieu? Ça va être quoi les aménagements extérieurs? Est-ce que ça réduit les îlots de chaleur? Etc. Et finalement, le dernier chapitre, ce sont les dispositions finales. Donc, si jamais il y a des problématiques, donc on parle des contraventions, des pénalités, des constats d'infraction. Et on dit finalement, le dernier article, que dès son adoption finale, donc en dernière lecture, sera effectif. Donc, c'est le premier projet. Oui. Ah, c'est le point des autres, c'est le règlement 1067, désolé. En effet. Donc, la résolution est d'adopter le premier projet du règlement numéro 1067 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble qui est le PPC-moi et de fixer au 13 août 2024 l'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement. Donc, qui fait la proposition? Monsieur Leblanc, appuyé par? Madame Baril, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.13, encore une fois, c'est notre premier règlement, cette fois-ci le 1046-3, donc première lecture. Donc, on vient parler, dans le fond, ajouter l'aménagement de terrain dans le secteur industriel. Alors, on demande que l'aménagement des aires de stationnement offre une bonne performance environnementale en assurant une gestion efficace des eaux de pluie et en contribuant à réduire les îlots de chaleur. L'aménagement des cours privilégie l'utilisation de matériaux perméables pour s'assurer d'une gestion des eaux pluviales efficace, de favoriser des équipements de gestion écologique des eaux de pluie tels que des bassins de rétention, des noues, des jardins de pluie, des fosses paysagers
en complément au système de drainage pluvial et que les innovations technologiques et éco-environnementales sont à considérer. Donc, ce sont les petites modifications. Alors, la résolution est d'adopter le premier projet du règlement numéro 1046-3 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1046 et de fixer au 13 août 2024 l'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Monsieur Renière, on tombe dans nos PIA, donc 10.14. Oui, merci beaucoup. Donc, demande de permis soumise à un PIA au 6605 Montégagnon. Donc, la demande vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée à la suite de la démolition du bâtiment existant, soit une habitation unifamiliale, que la demande respecte partiellement les objectifs et critères du règlement sur les PIA 1046 et que, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est accepté. 10.15. Oui, au 57 chemin du Golfe, cette fois-ci. Donc, la demande vise la révision du PIA 2023-00051, entérinée par le Conseil dans la résolution 2023-11-425, afin d'autoriser le changement de couleur d'une section du revêtement extérieur en façade de l'habitation unifamiliale isolée. Donc, changement de couleur. Que la demande respecte les objectifs et critères du règlement sur les PIA 1046, qu'un revêtement composé de déclins de bois posé à l'horizontale de couleur noire remplacera une section de revêtement de déclin de bois vertical de couleur blanche, initialement approuvée, que conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.16. Oui, au 518 boulevard Sainte-Anne. Donc, la demande vise à autoriser le remplacement d'une enseigne sur le bâtiment pour le commerce technique. La demande respecte partiellement les objectifs et critères du règlement sur les PIA 1046. Quand, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution, donc, le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? Non. Donc, M. Berthiaume, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.17. 490 boulevard Sainte-Anne. Donc, la demande vise à autoriser l'ajout d'une enseigne sur poteau et d'une enseigne sur le mur de la façade pour le commerce Uniprix. Donc, en ce moment, c'est Proxime. Retour en arrière, qu'on m'a dit pour Uniprix. Oui, hein? Avant, c'était un Uniprix. Il me semble que oui. Je m'attendais à plus de réponses de la salle de cette corvée, de cette cohorte-là, là, mais bon. Que la demande respecte les objectifs et critères du règlement sur le PIA 1046, que conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution, donc, le conseil municipal accepte la dite demande, et ça pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Et vous, dans la salle, est-ce que je rêve ou avant, c'était bien un Uniprix? Ça a déjà été un Uniprix? Non? Non? Il y a un flou. Il me semble, avant d'être Proxime, c'était Uniprix. C'était quoi? C'était quoi avant d'être Proxime? Un S. Vous avez raison. Fait que c'est moi qui disais des niaiseries. Charles, vous êtes là. J'avais un doute. On ne prend jamais ça pour du cash. Alors, on continue donc 10.18. Oui, au 148 rue Saint-Isidore, la demande vise la rénovation du bâtiment principal en transformant le garage attenant en pièce habitable, une chambre. La demande respecte partiellement les objectifs et critères du règlement sur les PIA 1046. Le bâtiment a une valeur patrimoniale moyenne. La demande respecte le style architectural actuel du bâtiment. Et que, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme.
La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renier. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.19. Donc, demande de dérogation mineure au 585 rue Gauthier. Donc, une demande de dérogation mineure a été déposée et qu'elle vise à réduire la marge latérale minimale requise entre le garage privé isolé et la limite du lot à 1,01 m, alors que le règlement de zonage 860 exige un minimum de 1,20 m, représentant une dérogation mineure de 0,19 m, soit 16 %. La dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, que conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme, et donc que la résolution est que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renier, pour ce marathon. Qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et la dernière résolution, c'est donc au 10.20, c'est une demande de présentation d'observation à la suite de l'obtention du compte-rendu de la demande et orientation préliminaire de la Commission de la protection du territoire agricole pour le dossier en lien avec la demande d'autorisation pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture produite par les entreprises ESO, donc sur des lots qui sont dans leur enceinte claire. Donc, la Ville a obtenu et pris connaissance du compte-rendu de la demande et orientation préliminaire de la Commission de la protection du territoire agricole daté du 2 juillet 2024. En vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité locale peut présenter ses observations ou demander une rencontre à la suite de la réception du compte-rendu indiquant son orientation préliminaire. En vertu du règlement de zonage 860, une sablière... on me dit que je vais me déconnecter. Je ne sais pas c'est quoi. Okay. Il me reste 2 minutes, ça a l'air. On dit qu'une sablière... j'étais rendue où? En vertu, une sablière est définie comme étant un immeuble exploité à ciel ouvert ou souterrain pour en extraire de la pierre, de la terre arabe, du gravier et des substances minérales, que ce soit pour un usage personnel, pour des fins commerciales ou industrielles, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. Que le règlement de zonage 860 indique que les activités reliées à l'industrie extractive sont interdites sur l'ensemble du territoire, que le règlement numéro 860 identifie parmi les usages industriels interdits l'usage extraction de sable et de gravier, que le schéma d'aménagement de la MRC Thérèse de Blainville demande aux municipalités d'interdire tout nouveau site d'extraction et de régir l'agrandissement des sites existants, bien entendu sous réserve des droits acquis, qu'une analyse légale du 21 septembre 1995 a confirmé la perte de droits acquis des DILO, que le règlement de zonage 860 est en concordance avec le schéma d'aménagement et de développement en vigueur de la MRC Thérèse de Blainville, que le projet consistant à poursuivre des activités d'exploitation d'une sablière d'une superficie de 18,05 hectares n'est pas conforme au règlement de zonage 860, que la Ville a avisé formellement la CPTEQ de ce fait en lui transmettant le 15 février 2024 une résolution à cet effet, qu'il n'existe pas de projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage, que la Ville réitère la non-conformité du projet présenté aux règlements municipaux, que la Ville a des préoccupations par rapport à la poursuite des activités d'exploitation d'une sablière et des avis techniques supplémentaires sont requis pour obtenir un portrait complet des travaux visés, qu'à la suite d'une demande d'accès à l'information auprès du ministère de l'Environnement en date du 30 novembre 2023 et dont nous avons obtenu réponse le 10 juin 2024, il s'avère qu'aucun... J'ai perdu ma... Ah, Stéphane. J'ai plus de... Mon ordinateur a fait une mise à jour. Donc, j'étais rendue. Donc, il s'avère qu'aucun certificat d'autorisation autorisant les activités d'exploitation d'une sablière n'a été délivré pour ce dossier concernant les lots entre les années 2000 et 2024, que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines demande une audience auprès de la CPTAQ concernant la demande. Alors, la résolution est que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec qu'elle réitère que la demande d'autorisation pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture visant la poursuite des activités d'exploitation d'une sablière produite par les entreprises ESO est non conforme à la réglementation municipale
et que le Conseil de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines demande la tenue d'une audience auprès de la Commission de la protection du territoire agricole concernant le dossier 44-36-51 et que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire être entendue par la CPTAQ et ayant des représentations à faire valoir. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Et on a bien fini? On a bien fini. Alors, sur ce, donc, on s'est rendu à la parole aux élus. Entre le moment où j'ai descendu et maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont eu des... juste après, c'est-tu en lien avec la CPTAQ? Oui. Okay. Le 10-20, la compagnie des entreprises ESSO, ça fait quoi, ça? C'est une compagnie qui, dans le fond, là, ils font de la carrière, extraction de sable, sur une terre qui est dans le rang Sainte-Claire. Au Tricolet. Non, dans le rang Sainte-Claire. Hein? Rang Sainte-Claire. OK, merci. Donc, sinon, en fait, je voulais juste en profiter pour deux éléments. Premièrement, vous avez vu l'annonce de la mise en vente des billets pour la classique de la mairesse. Donc, cette année, on a l'immense privilège de recevoir l'exceptionnel Grégory Charles à Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, si vous avez de l'intérêt, donc c'est à la fin du mois de septembre. Là, j'avais sorti les dates, mais comme tout s'est fermé de mémoire, c'est le 26 septembre. Donc, les billets sont déjà en vente sur Audisign. Donc, tous les liens sont sur notre site Internet. Sinon, je vous invite aussi à regarder la programmation des activités pour l'ensemble de l'été. En plus des vendredis musicaux cette année, là, on en a déjà... qu'ils vont encore me fermer, je ne comprends pas. On en a déjà un qui a passé, donc vendredi dernier, c'était Marc Derry, donc on a eu un beau spectacle. Vendredi cette semaine, c'est l'hommage au cowboy fringant, donc on attend beaucoup de personnes à Sainte-Anne-des-Plaines, mais il y a vraiment une super belle programmation, en plus d'avoir plusieurs activités, que ce soit la mise en forme dans les parcs un peu partout à travers l'été. On va aussi avoir des humoristes qui vont venir. Il y a ma tante à lire qui est encore présente pour les enfants. Donc, qui se promènent un peu partout. Donc, on a vraiment une programmation exceptionnelle qui est en place, que nos loisirs ont fait. On a une équipe vraiment magique et magnifique aux loisirs. Donc, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à aller vers notre site Internet, vers notre page Facebook. Tout est marqué. Si jamais vous avez des questions aussi, vous pouvez toujours appeler, puis on va pouvoir vous communiquer les informations. Donc, ce serait pour moi. Sinon, moi, je vais vous souhaiter un bel été. Donc, profitez-en bien. La dernière fois, j'avais souhaité des bonnes vacances. On m'a dit, nous, on est retraités, on n'en a pas des vacances, on est tout le temps en vacances. Fait que j'ai pris ma leçon. Donc, ceux qui travaillent encore, vous avez des vacances qui s'en viennent, profitez-en. Les retraités, vous avez travaillé fort toute votre vie, fait que profitez-en vous autres aussi. Sinon, on serait rendu à la parole aux citoyens. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, je vais même ouvrir le micro. Oui. Nicole Morin, je voulais savoir le contrôle animal, ça se fait encore? Absolument. Parce que moi, dans mon coin, là, il y en a qui ont probablement plus que 3 animaux. Tu vois 3 chiens, 2 chats, aux mêmes places. Mais... Tu sais, comment dire, ça gère pas dedans. Oui, le contrôle animal est toujours fait par Mon Animaux. Si jamais vous avez des signalements, vous pouvez les appeler directement ou encore vous pouvez appeler à la municipalité puis on va faire le signalement. Absolument. Mais oui, ils passent encore dans... C'est eux d'ailleurs qui ramassent là, tous les animaux qu'on voit souvent, des fois après la fin de semaine, là, s'il y a des animaux morts, s'il y a des problématiques. Ils sont intervenus dernièrement en lien avec un chien dangereux, donc qui avaient été signalés. Donc, oui, en effet, c'est toujours présent, c'est toujours là. Mais c'est sûr qu'on n'a pas des inspecteurs qui se promènent là, à temps plein dans nos rues. Donc, mais ils sont là, c'est eux qui font la vente des médailles. Donc, mais oui, ça, sans problème. Donc, vous pouvez, si jamais vous voulez les coordonner, vous avez juste à appeler à la municipalité, puis on va vous le dire sans problème. À Saint-Lin, ils mettent 4 animaux. Non, à vrai dire, chaque ville a son propre règlement. Donc, honnêtement, je ne sais pas à Saint-Lin, c'est combien, là. Nous, à Sainte-Anne-des-Plaines, c'est maximum 3 animaux, dont 2 chiens. C'est ça notre règlement. Il faudrait peut-être passer le message peut-être à ces gens-là aussi de se ramasser les excréments. Parce que sur le gazon, après les 2-3 jours, on en ramasse. Bien, ça, en effet, ça, c'est... Oui, ça, c'est c'est un manque de savoir-vivre, là. Mais... Leur sac et le garage à abandonné. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est un manque de savoir-vivre. Ça ne prend pas nécessairement... Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, M. Trudel? Juste mentionner, merci à la Ville de penser à notre milieu. J'aimerais
J'aimerais ça, par contre, au nom du monde qui sont ici et qui me connaissent, à savoir quand est-ce que vous pensez faire l'utilisation de cette salle-là, et puis on le choisit aussi. C'est ça, c'est pas la salle, c'est avec l'édifice, là. C'est M. Charbonneau qui est à la rédaction du texte. Donc, dès qu'on va obtenir le texte, on va pouvoir faire produire la plaque. Donc, là, c'est présentement entre ses mains. Aux dernières nouvelles, il travaillait dessus. On pensait peut-être l'avoir ce soir, mais moi, je ne l'ai pas eu, à moins qu'au loisir, il l'ait reçu. Mais aux dernières nouvelles, il n'était pas encore reçu. Donc, mais il y a un suivi qui va être fait. L'objectif était de le faire le plus rapidement possible. Donc, comme on s'est entendu. Donc, c'est toujours ça qui est dans les plans. Monsieur Jalbert? C'est au sujet encore des tempos. Oui. Est-ce qu'il y a un règlement pour ça? Oui. Il n'est pas appliqué. Bien, à vrai dire, c'est pas qu'il n'est pas appliqué. Comme j'ai spécifié tantôt, on a quelqu'un qui est dans la ville présentement. Là, quand vous voyez la voiture blanche de la ville qui se promène les soirs et tout ça, là, on a quelqu'un qui va prendre en note tout qu'est-ce qui n'est pas correct, les herbes hautes, les tempos pas d'effet, si elle voit des problématiques, comme on disait, au niveau des animaux puis tout ça. Après ça, là, elle va rentrer ça dans l'ordinateur. Puis là, il y a des avis qui sont envoyés. Puis dans l'avis, on donne un nombre X de jours pour pouvoir être établi. Après ça, il faut envoyer un deuxième avis si jamais ce n'est pas fait. Donc, c'est pas, mais si jamais vous avez une adresse en particulier que vous avez notée, vous pouvez toujours me la laisser, puis je vais faire un suivi, là. Appelé cette ville, puis ça n'a pas abouti à rien encore. Oui, mais c'est pas parce que ça n'a pas bougé que nous, on n'a pas bougé. Comme je vous dis, on est dans les délais. Des fois, il faut envoyer des constats. Puis depuis, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de neige. Le tempo, la toile est enlevée, mais le cadre est encore là. Chaque année, c'est le même. Ça déguise un coin à tabarnouche, là. Absolument. On va donner une tassette, avoir un beau terrain, tout amélioré. Fais attention. C'est pas une maudite cambuse de même, là. Le point est long de même à travers de ça. Fait rien. OK. Mais vous viendrez me voir après, je regarderai dans l'ordinateur si vous voulez avez-vous l'adresse? Ou on s'en reparlera cette semaine, Okay. on regardera. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, alors si ça fait le tour, dans ce cas-là, encore une fois, je vous souhaite un bel été. Puis on se revoit au mois d'août, le 13, 12, 14? Au mois d'août. Deuxième mardi du mois d'août. On se retrouve là. Merci beaucoup tout le monde.